Clap, bienvenue tout le monde dans ce 6e épisode de mon podcast 100% dédié à la NFL, dans lequel, comme d'habitude, on passe en revue l'intersaison de chaque franchise, de chaque division. Ça fait 8 épisodes, c'est déjà le 6e, on approche presque de la fin, et ça tombe bien puisque la saison commence dans un peu moins de 10 jours maintenant. Donc voilà, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on passe en revue les 4 franchises de l'AFC Sud. On va commencer par les Titans, ensuite on parlera des Jaguars, puis des Colts et enfin des Texans, champions de division l'année dernière. J'espère que vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Et on va commencer par l'équipe qui a terminé 4e, donc les Titans du Tennessee. La saison 2024 des Titans a été délétère, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils terminent avec le pire bilan de la ligue, donc dernier en NFL avec seulement 3 victoires pour 14 défaites. Et puis c'est pas le fruit du hasard puisqu'ils avaient une mauvaise attaque derrière une ligne offensive très fragile, une mauvaise défense avec une ligne défensive qui manquait d'impact et une special team catastrophique. Voilà, c'était assez grave pour que je le souligne aussi, que ce soit leur unité de kick-off ou leur unité de punt. Dans les deux cas, c'était vraiment pas joli à voir et ça rendait la tâche encore plus difficile aux deux escouades. Pour vous donner une idée, pour qu'on se rende compte, le match contre les Lions qui perdent 52-14, Jared Goff n'inscrit que 85 yards à la passe, Jahmyr Gibbs 127 yards à la course et Khalif Raymond, le punt returner des Lions, 190 yards à lui tout seul sur punt return. Donc c'était vraiment voilà, un festival sur Special Team en défaveur des Titans. Et puis voilà, le résultat coule de source. Ils terminent dernier en NFL, ce qui leur permet de finir avec le premier choix overall à la draft en 2025, choix avec lequel ils ont sélectionné le quarterback de Miami, Cam Ward. Donc il y a un espoir au bout du tunnel pour les Titans, puisque selon moi, c'était le meilleur quarterback de la QV, très talentueux, avec un bras vraiment capable de réaliser des lancers assez difficiles. Et ouais, franchement, des lancers compliqués dont il a montré à plusieurs reprises qu'il était en mesure d'effectuer. Il est bien mobile et on a vu qu'au niveau du mental, c'était un quarterback qui était vraiment solide sur ce point-là, chose qui est assez importante pour un rookie selon moi, puisque même s'il avait tendance à parfois lancer des, des ballons un peu dangereux qui finissaient de temps en temps en interception, et sur les drives suivants, il arrivait à bien se reprendre. Et sur une saison rookie, c'est des erreurs qui vont arriver forcément. Et l'important, c'est de pouvoir se remettre dans le match et rebondir assez vite pour essayer de changer l'issue de la rencontre. Et on l'a vu l'année dernière, c'était vraiment pas le cas de Will Levis qui, après avoir lancé une interception, voire deux, ou un fumble, avait tendance à complètement s'écrouler et ce qui faisait perdre la face un petit peu aux Titans. Donc déjà, rien qu'avec ça, j'ai trouvé que c'était un premier pas dans la bonne direction pour une reconstruction réussie. En plus de ça, pendant la free agency, ils ont ajouté beaucoup de vétérans pour combler un petit peu les trous de cet effectif. En attaque, on a Van Jefferson et Tyler Lockett au poste de receveur qui vont donner des cibles à Cam Ward en plus de Calvin Ridley. Sur la ligne offensive, il y a Kevin Zettler qui a signé pour 9 millions par an et qui va remplacer Dylan Raduns au poste de garde droit. Et Dan Moore, le left tackle, qui remplacera Nicolas Petitfrère. Nicolas Petitfrère, c'était peut-être le moins bon left tackle de la ligue l'année dernière. Et Dan Moore n'est pas transcendant non plus, mais c'est nettement mieux, malgré le fait que j'ai trouvé qu'il avait été largement surpayé. 20 millions par an en moyenne pour Dan Moore. D'accord, il est encore jeune, mais c'est quand même vachement cher pour ce qu'il propose. Peut-être que le besoin était trop grand et que les Titans n'ont pas voulu prendre le risque de protéger l'angle mort de leur rookie
quarterback avec un autre rookie au poste de left tackle. Mais bon, ça reste un investissement un peu cher à mon goût. Et en défense, ils ont signé Draymond Jones, le defensive end, à un contrat de 8,5 millions par an en moyenne. Xavier Woods au poste de safety. Cody Barton au poste de linebacker pour 7 millions par an en moyenne, qui a fait une bonne saison à Denver l'année dernière et qui pourrait un petit peu solidifier ce groupe de linebackers. Donc c'est pas dantesque comme ajout, mais il y avait besoin de monde pour un petit peu tenir la baraque, et ajouter des vétérans, c'est un moyen de s'assurer d'avoir un niveau de jeu au moins stable. Et il faut l'admettre, il y a quand même quelques bons éléments qui sont déjà en place dans ce roster, que ce soit Jeffrey Simmons sur la ligne défensive, L'Ajarius Sneed qui a été signé l'année dernière, le cornerback des Chiefs, qui malheureusement a manqué une bonne partie de la saison à cause d'une blessure. Ils ont Tony Pollard au poste de running back, Calvin Ridley en receveur, j'en ai parlé. Ils ont également drafté Peter Skoronski et JC Latam au premier tour en 2023 et 2024. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont du potentiel. C'est pas un roster qui est complètement vide maintenant. Je veux quand même voir une progression de la part de leur O-line, coaché par Bill Callahan, le père de leur head coach Brian Callahan, dont lui aussi j'attends un petit peu plus d'adaptation et de créativité peut-être. Malgré tout, ils ont fait une draft correcte avec Cam Ward du coup au premier tour. Au second tour, ils ont sélectionné Olafemi Oladejo, le edge rusher, pour remplacer un petit peu Harold Landry qui est parti en free agency chez les Patriots. Puis au troisième tour, ils ont sélectionné un joueur que j'aime beaucoup, c'est Kevin Winston, le safety de Penn State, qui je pense devrait trouver une place parmi les titulaires assez rapidement. Et ensuite, ils ont sélectionné deux receveurs, Shimer Dyke et Eli Kayomanor, ainsi que Gunnar Helm, le tight end de Texas, en sachant que le poste de tight end, c'est un poste où ils avaient quand même pas beaucoup de profondeur. On ne peut pas dire que Chigozie Okonkwo soit la référence à ce poste. Donc voilà, j'attends de la progression, mais toute proportion gardée, je n'attends pas les Titans en playoff, évidemment. On ne peut pas dire qu'ils jouent quoi que ce soit cette saison, mais ce que j'attends, c'est de voir si Cam Ward a l'étoffe ou non d'un franchise quarterback, et si ce coaching staff mérite de rester en place. Sinon, il faudra rapidement changer, puisque ça ne sert à rien de s'entêter avec un système qui ne fait pas ses preuves. Donc voilà, je m'attends à 5-6 victoires maximum pour les Titans cette saison, mais je veux surtout voir des progrès et un développement de leurs jeunes joueurs, y compris Cam Ward évidemment. On enchaîne avec les Jaguars de Jacksonville qui terminent 3e de la division avec un bilan de seulement 4 victoires pour 13 défaites. Voilà, ils font à peine mieux que les Titans. Ils ont eu énormément de mal en défense l'année dernière, notamment en défense contre la passe. De toute façon, hormis 3-4 bons défenseurs, ils ont vraiment cruellement manqué de talent de ce côté-là du ballon en 2024. Et voilà, il n'y a pas de surprise. C'est ce qui se passe quand on joue énormément de couverture d'homme à homme avec des défenseurs franchement pas terribles. Et on finit dernier en NFL en EPA par play en défense contre la passe. Je pense notamment au secondary, puisque Darnell Savage, le safety, s'est fait assez souvent cueillir par les attaques adverses. Mais il y a eu du changement du côté du Jacksonville cette intersaison, puisqu'on assiste à l'arrivée d'un tout nouveau coaching staff et d'un nouveau GM d'ailleurs. On va commencer d'abord par le coaching staff, puisque c'est Liam Cohen qui prend la suite de la direction. C'est une très bonne nouvelle pour l'attaque, puisque il a montré des très belles choses avec les Buccaneers l'an dernier, et il a été, on va dire, mentoré par Sean McVay chez les Rams. C'est sa première année en tant que head coach, donc on va quand même rester prudent sur les attentes, mais en tant que play caller, c'est peut-être ce que Jacksonville a eu de meilleur depuis pas mal de temps. Je m'attends du coup à voir un bien meilleur jeu de passe et également un meilleur jeu de course avec davantage d'utilisation de screenplay. Les screenplays, c'est un petit peu des jeux de course déguisés en jeu de passe dans lesquels on fait des passes courtes soit à des receveurs, soit à des running backs avec des
des bloqueurs qui les accompagnent dans un périmètre. Et ça, c'est quelque chose que Liam Cohen arrivait à bien mettre en place dans l'attaque de Tampa Bay. Donc je m'attends à voir ça. Ça devrait aider Travis Etienne à retrouver une certaine production, étant donné que la ligne offensive des Jaguars se classait régulièrement parmi, disons, le fond du panier un petit peu en NFL en termes de run block. Donc c'est une bonne nouvelle pour Trevor Lawrence, c'est une bonne nouvelle pour Travis Etienne et Tank Bixby. C'est aussi une bonne nouvelle pour Brian Thomas Jr., qui a fait une très très bonne saison rookie l'année dernière. Et au niveau du front office, on a là aussi un changement, puisque, alléluia, Trent Balk, l'ancien general manager, est parti. Et il a été remplacé par James Gladstone, ancien assistant GM de Les Snead chez les Rams. C'est peut-être l'un des plus jeunes general managers de l'histoire de la NFL, à seulement 34 ans. C'est très très jeune pour ce poste. En tout cas, c'est le plus jeune general manager actuellement. Et il a tout de suite mis la main à la pâte en free agency, puisqu'il y a eu pas mal de départs et d'arrivées, notamment sur la ligne offensive, puisque Brandon Scherff, le garde droit, est parti à la retraite. Il a été remplacé par Patrick Mekari, qui a signé un contrat de 12,5 millions par an. Donc voilà, le vétéran de Baltimore qui devrait aider à consolider l'intérieur de cette ligne offensive. Il y a aussi Mitch Morse, le centre, qui est parti et qui a été remplacé par Robert Hansi, qui a signé pour 7 millions par an en moyenne. Il était backup centre chez les Bucks, mais il connaît comme sa poche le schéma offensif de Liam Cohen. Donc je trouve que c'est un ajout intelligent. Ensuite, au poste de receveur, il y a Christian Kirk qui est parti et qui a été remplacé par Dyami Brown, qui a signé un contrat de 10 millions par an. Et dans le secondary, on a Jordan Lewis qui a signé pour 10 millions par an aussi, qui était cornerback chez les Cowboys. Et André Cisco qui a été remplacé par Eric Murray au poste de safety. Malheureusement, rien n'a été fait pour remplacer Darnell Savage. Mais bon, si le reste tient la route, ça pourrait aller. Il y a Evan Ingram également qui est parti en free agency, qui a signé chez les Broncos. Donc pas de remplaçant signé au poste de tight end. C'est normalement Brenton Strange qui devrait assurer la relève. Il a été drafté il y a peu, donc il est encore sous contrat rookie et on a vu quelques belles choses quand il a joué pendant l'absence de Evan Engram, quand il a manqué quelques matchs sur blessure. Et à la draft, c'est là qu'on a eu des choses intéressantes, puisque on a eu un trade-up directement dès le premier tour, tout en haut du premier tour. James Gladstone et son équipe ont décidé d'échanger leur premier tour de 2026 et leur second tour de 2025 en échange du premier tour des Browns, donc pour monter au choix numéro 2 overall à la draft cette année. Et ils ont sélectionné Travis Hunter, le vainqueur du trophée Heisman 2024 qui récompense le meilleur joueur universitaire. C'est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, étant donné que Travis Hunter a la particularité assez unique de jouer double plateau en college football, c'est-à-dire qu'il jouait receveur en attaque et cornerback en défense. Ce sera impossible en NFL de reproduire cet exploit. Il ne pourra pas jouer 100% des snaps en attaque et 100% des snaps en défense. Ce n'est pas du tout réaliste. Mais je pense que c'est, selon l'utilisation du coaching staff, quelque chose qui peut marcher s'il joue par exemple receveur 2 derrière Brian Thomas Jr. et qu'en défense, sur certaines situations de passes évidentes par exemple, ou certaines formations de dime où on a énormément de defensive back sur le terrain, ce serait bête de se priver d'un joueur avec de tels ball skills. Donc, je pense personnellement que c'est une bonne idée et une prise de risque mesurée, même si c'est vrai que c'était cher de lâcher un first round pick en 2026. Mais bon, si James Gladstone parvient à faire aussi bien que Les Snead chez les Rams, qui sans avoir de first round pick pendant des années, a réussi à dénicher des talents lors des deuxième et troisième jours de la draft. Je pense notamment à des joueurs comme Byron Young, Kobe Turner, Steve Avila, Puka Nacua évidemment, même Kyren Williams. Je pense que les Jaguars sont entre de très bonnes mains. Concernant le reste de leur draft, c'était plutôt correct. Malheureusement, leur pick du troisième tour, Caleb Ranso, s'est blessé pendant la pré-saison et va manquer du coup toute sa saison rookie.
Ils ont sélectionné aussi Wyatt Milum, le tackle qui devrait se convertir en tant que guard lors de sa transition en NFL. Ils ont sélectionné aussi de mémoire deux running backs, Bayshul Tuten et le Quint Allen Jr. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur toute leur draft. Dans l'ensemble, c'était correct. Pour finir, si on fait le bilan, je pense que les Jaguars ont des axes d'amélioration assez clairs pour les prochaines années et que sur le papier, c'est le meilleur coaching staff de toute la carrière de Trevor Lawrence. Donc maintenant, c'est à lui de jouer, c'est à lui de prouver qu'il est capable de tirer cette équipe vers le haut. Je pense qu'il a pas mal de pression sur les épaules cette saison, mais que s'il y a bien une année où les Jaguars peuvent en profiter, c'est maintenant. Il faut capitaliser sur le fait que les Titans sont en pleine reconstruction et que les Colts sont entre guillemets dans une impasse au poste de quarterback. Donc pourquoi pas essayer de gratter une place en playoff, peut-être un petit peu bousculer les Texans. Je vois un bilan autour de 8 ou 9 victoires, mais ce sera une amélioration par rapport à 2024. C'est maintenant au tour des Colts d'Indianapolis de passer au tableau. Ils terminent la saison 2024 avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites et se classent deuxième de la division. Leur general manager Chris Ballard a assemblé un roster relativement solide, mais il a eu du mal à trouver une solution durable au poste de quarterback. Ça fait maintenant 7 ans que Andrew Luck a pris sa retraite et que les Colts écument les quarterbacks en NFL sans jamais trouver le bon. Et du coup, Shane Station, le head coach qui est en poste depuis 2 ans maintenant, ne peut pas faire de magie sans quarterback. Et pourtant, il arrive quand même à tenir la baraque puisque les Colts sont 17e en points marqués l'année dernière, donc une attaque qui est proche de la moyenne, et 24e en points encaissés. Au niveau de la défense, il y a eu un changement dans le coaching staff avec l'embauche de Lou Anarumo, on en parlera un petit peu après. Malheureusement, pour leur avenir au poste de quarterback, les Colts, ils ont un roster qui est presque trop bon pour perdre contre des mauvaises équipes et se retrouver en pole position à la draft pour sélectionner un prospect digne de ce nom. Je ne compte pas Anthony Richardson parmi les prospects dignes de ce nom, étant donné que c'était vraiment un projet long terme et vraiment un long shot qui avait beaucoup de chances de ne pas marcher, mais qui, s'il fonctionnait, pouvait être vraiment redoutable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais du coup, le roster compte quand même Jonathan Taylor. On a Bernard Rayman au poste de left tackle qui est l'un des tout meilleurs jeunes left tackle dans la ligue. Il a signé d'ailleurs une extension très très avantageuse financièrement pour l'équipe. Il y a toujours Quinton Nelson au poste de left guard. On a Braden Smith qui est encore dans la force de l'âge au poste de right tackle. Donc la ligne offensive devrait rester solide malgré la perte de Ryan Kelly et Will Fries. On a Laiatu Latu en défense. DeForest Buckner qui est vraiment la pierre angulaire de la ligne défensive. On a Zaire Franklin au poste de linebacker. Enfin bref, ils se retrouvent dans une situation où ils sont un peu coincés, où ils sont trop bons pour avoir un top choix à la draft et pas assez bons pour faire les playoffs de façon constante et inquiéter un petit peu les plus gros bonnets en NFL. Puisque Anthony Richardson, bien qu'il ait progressé sur certains aspects de son jeu, notamment les lectures qui se sont quand même améliorées, le jeu de jambes, la gestion de la pression, etc., il souffre encore énormément d'un gros manque de précision à la passe. Il est à seulement 48% de passes complétées l'année dernière. Et même lorsqu'il n'est pas sous pression, ça monte qu'à 53% de passes complétées. Donc on ne peut pas dire que ce soit la faute de la protection ni de ses cibles. Et en free agency, les Colts ont signé Daniel Jones. Peut-être on peut espérer que Daniel Jones commette moins d'erreurs grotesques derrière une O-line qui lui offrira une meilleure protection. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on a assez de recul sur la carrière de Daniel Jones avec les Giants pour savoir que c'est pas vraiment une solution viable sur le long terme. Du côté de la défense, je pense honnêtement que l'embauche de Lou Anarumo en tant que coordinateur défensif peut faire énormément de bien à cette escouade. Il termine 10e l'année dernière en EPA par play en défense contre la course, donc c'était très correct. Mais 23e en EPA par play en défense contre la passe et 24e en points encaissés, malgré le fait qu'ils aient des bons éléments sur le front seven. Et cette année, ils ont investi de façon assez importante sur le secondary pendant la free agency,
puisqu'on a les arrivées du cornerback Charvarius Ward en provenance des 49ers, celle de Cam Bynum, le safety, celle de Xavier Howard, qui est peut-être anecdotique, mais qui apporte un vétéran dans la room de cornerback. Ils se sont séparés de Julius Brents, j'ai vu ça passer récemment. Et il y a le safety Nick Cross, que j'aime beaucoup, et qui entre dans sa 3e ou 4e saison NFL, et qui a fait des gros progrès la saison dernière. Donc je pense qu'il pourrait jouer un rôle plus important dans la défense de Lou Anarumo. Concernant la draft, j'ai beaucoup aimé la sélection de Tyler Warren, le tight end de Penn State, qui a fait une très grosse saison avec les Nittany Lions l'année dernière, et qui règle un gros problème dans le roster, puisque c'était tout simplement la pire room de tight end en NFL chez les Colts l'année dernière. Donc voilà, c'est un problème réglé, et malgré le fait qu'ils aient toujours un point d'interrogation au poste de QB, au moins ils s'adressent aux autres problèmes sur leur roster. Au second tour, ils ont sélectionné JTT pour remplacer Dayo Odeyingbo. Et au 3e tour, malheureusement, Justin Wiley s'est fait les croisés cet été et il va manquer l'intégralité de sa saison rookie. Mais j'ai trouvé que c'était un bon choix au moment où ils l'ont fait. Finalement, sur le papier, les Colts, c'est une bonne équipe à qui il manque une réponse satisfaisante au poste le plus important. On ne peut pas nier qu'ils aient des qualités, notamment sur la ligne offensive. Malgré les départs de Ryan Kelly et Will Fries, on a vu que c'était une équipe qui draftait constamment des bons linemen offensifs. L'année dernière, Tanner Bortolini a fait une saison rookie satisfaisante au poste de centre. Là, c'est Matt Goncalves qui va prendre la relève de Will Fries au poste de garde droit. Je ne suis pas sûr que cette unité soit aussi dominante que l'année dernière, mais je suis quasiment sûr qu'elle ne va pas drastiquement chuter. Je suis assez confiant là-dessus. En revanche, ils n'ont pas du tout la force de frappe requise en NFL au poste de quarterback. Mais s'ils trouvent la réponse, que ce soit Anthony Richardson qui progresse au niveau de sa précision, Riley Leonard qui explose complètement sur sa saison rookie, ou Daniel Jones qui ressuscite sa carrière à Indianapolis, qui sait, s'ils trouvent cette réponse, ils pourraient directement rivaliser avec les Texans pour la première place de la division. Mais en l'état, ça reste en suspens et j'ai peur que ce soit le critère qui les freine et qu'en 2025, ils stagnent autour de la 20e ou 25e place en NFL avec un bilan de 7 ou 8 victoires. On termine avec les Texans de Houston, vainqueurs de la division pour la 2e année consécutive. Ils finissent en 2024 avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites et ils ont même remporté leur premier match de playoff contre les Chargers, dans lequel leur défense a brillé. Ils ont saqué Justin Herbert 4 fois, ils l'ont intercepté 4 fois alors qu'il avait seulement 3 interceptions dans toute la saison régulière. Donc c'est une très très bonne défense. Il se classe 7e en EPA par play contre la passe et 6e en EPA par play contre la course. Malheureusement, ils sont que 14e en points encaissés. Mais très bonne défense, énormément de jeunes joueurs dans le secondary. Ils ont un excellent duo de pass rusher avec Daniel Hunter et Will Anderson Jr. Et ils ont de la profondeur au poste de linebacker. Donc c'est vraiment une défense complète coachée par Demeco Ryans. Donc voilà, ça marche très bien, ça devrait encore très bien marcher cette saison. Cependant, du côté de l'attaque, on a vu qu'ils avaient rencontré pas mal de difficultés à mettre en place un jeu de course efficace. Bobby Slowik a mis trop de temps à s'ajuster et à rectifier le tir. C'était un peu mieux en fin de saison, mais ça lui a quand même coûté sa place puisqu'il est remplacé par Nick Caley au poste de coordinateur offensif. Encore un disciple de Sean McVay. Et sur l'attaque à la passe, j'ai vu certains dire que CJ Stroud avait régressé en 2024. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, dans la mesure où ils ont eu pas mal de blessures sur leurs receveurs et surtout que la protection offerte par la ligne offensive laissait franchement à désirer. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle s'est peut-être détériorée encore plus cette saison. Ils ont échangé leur meilleur lineman offensif, à savoir Laremy Tunsil, le left tackle. Ils l'ont échangé aux Commanders. Ils ont signé Cam Robinson pour le remplacer, un contrat de 12 millions par an. C'est déjà cher pour ce que c'est. Et en plus, c'est apparemment leur rookie Areonte Ersery qui est en train de remporter la place de titulaire. Donc, je suis un peu inquiet pour eux à ce niveau-là. Sur l'intérieur, il y a eu beaucoup de mouvements. Ils ont signé Laken Tomlinson, vétéran qui était à Seattle, mais qui était catastrophique l'année dernière, au poste de left guard. Au poste de centre, c'est Jake Andrews qui est complètement inexpérimenté.
Et au poste de garde droit, c'est Ed Ingram qui lui aussi était un peu catastrophique chez les Vikings l'an dernier. Donc j'ai franchement peur pour CJ Stroud. Sur une note plus positive, je dois admettre que Nick Caserio, le general manager, a fait du très bon travail pour renouveler l'arsenal aérien de CJ Stroud. Il fallait compenser les départs de Stephon Diggs et la perte de Tank Dell qui devrait malheureusement rester éloigné des terrains un petit moment à cause de sa grosse blessure. Il a donc signé Christian Kirk en free agency, un gros contrat quand même de 18 millions par an. C'est peut-être un peu trop cher payé, mais à la draft, il a sélectionné au deuxième tour Jaden Higgins et au troisième tour Jalen Noel, tous les deux venus de Iowa State. Donc j'ai très hâte de voir ce en quoi ils vont se développer. Et le reste de leur free agency a majoritairement été consacré au fait de retenir leurs joueurs clés en défense. Ils ont notamment restructuré le contrat de Daniel Hunter. Ils ont fait de Derek Stingley Jr. l'un des cornerbacks les mieux payés en NFL avec une prolongation de 3 ans supplémentaires pour 30 millions par an en moyenne. Ils ont également prolongé Jalen Pitre, leur nickelback. Ils ont ajouté CJ Gardner-Johnson en tant que safety, en sachant qu'ils ont déjà 2 defensive backs qui ont réalisé des saisons rookies très solides l'année dernière, à savoir Kamari Lassiter, le cornerback, et Kalen Bullock, le safety. Donc voilà, c'est une partie de leur roster qui est très fournie et ils devraient conserver une défense vraiment redoutable cette saison. À la draft, ils ont sélectionné, du coup, j'ai parlé de leurs trois premiers choix, à savoir Jaden Higgins, Ariante Hersery, puis Jalen Noel. Mais ils ont sélectionné aussi l'un de mes chouchous, une petite pépite qui s'appelle Jalen Smith, le cornerback de USC. Et je pense qu'il pourrait trouver une place dans le schéma défensif de Demeco Ryans. En tout cas, j'ai adoré cette sélection. Pour conclure, je pense que les Texans réussiront sans trop de difficultés à se hisser en playoff cette année encore, surtout compte tenu du fait qu'ils évoluent dans une division relativement faible. Voilà, je pense qu'un bilan de 10 victoires minimum, c'est largement à leur portée, à moins d'une catastrophe ou d'une grosse blessure. Si CJ Stroud se blesse derrière cette ligne offensive, voilà, ce serait dramatique, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, je pense que une fois qu'ils seront en playoff, s'ils tombent contre une grosse défense, c'est vraiment l'élément qui risque de les limiter. Ce sera un obstacle pour eux, cette ligne offensive. Mais bon, on verra. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il ne reste plus que la NFC Est et l'AFC Est à débriefer. Donc voilà, on fera les previews certainement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. La saison commence jeudi soir, le 5 septembre. Soyez au rendez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.